C'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure sur les opinions publiques, parce qu'en Chine, sur certains sujets, il y a une opinion publique et qui pèse lourd. On voit par exemple que la décision d'investissement dans les énergies vertes en Chine, c'est pas que de l'intention politique pour le respect de la planète, pour tout le reste, c'est qu'il y a une pression formidable des gens qui vivent à Pékin, qui vivent à Shanghai, qui tous les jours postent sur l'air irrespirable, sur le... est-ce que c'est pas ça aussi un peu le paradoxe chinois ? C'est un énorme paradoxe. D'abord, c'est un État qui est quand même assez fédéral et qui donc n'a pas notre jacobinisme étatisé, qui a un État fort, un parti évidemment extrêmement fort et tout ce qui va avec. Mais effectivement, il y a une certaine forme d'opinion publique qui n'est pas tant une opinion publique liée à l'émergence de la liberté individuelle que celle de la prospérité. Oui. Et donc là, je pense qu'il faut bien faire la distinction. Quand on est un individu ayant accédé à un certain niveau de confort, qu'on a quitté la campagne pour la ville, qu'on a un appartement, un métier, et quand on commence à consommer, tout à coup... À venir à l'étranger, chez nous, dépenser des euros. Par exemple, oui. Eh bien, tout à coup, on se met à faire attention à son propre bien-être. Et ce qui est très très paradoxal avec la Chine, c'est que c'est à la fois un pays qui est extrêmement consommateur d'énergie fossile et qui est en même temps le premier investisseur mondial sur les énergies renouvelables. Donc là, on voit bien qu'il y a un paradoxe. Je me permets de préciser aussi que quand on a réalisé ce dossier sur l'avenir de la Chine et ce fameux empire no limit, on a eu extrêmement du mal à sentir l'opinion publique. D'abord, on n'y a pas été. Donc je le précise quand même par déontologie journalistique. D'accord. On a interviewé énormément de gens, mais même quand on il suffit de regarder. même quand on interviewe le correspondant à Pékin de Foreign Policy, le type nous dit qu'il est incapable de déterminer si les Chinois sont pour ou contre ceci ou cela, parce que il n'y a pas encore les instruments de mesure et peut-être il n'y a pas encore l'espèce de confiance qu'on peut avoir dans le fait de libérer la parole. Donc je me permets de le dire aussi, je sais où je me trouve, mais Absolument. je m'estime libre de ma parole. Et vous l'êtes. Vous l'êtes, oui, tout à fait. Absolument. Autant on a cherché à casser nos préjugés et on a été objectivement fasciné par la Chine et notamment par ce qui peut se produire en termes d'imaginaire du futur, par ce qui peut se concevoir comme innovation technologique. Autant on s'est retrouvé confronté à une certaine forme d'opacité à l'instant de mesurer une opinion publique et de savoir si ça allait dans le bon ou dans le mauvais sens. Par contre, il y a un fait qui est indéniable, c'est que WeChat vient récemment de passer le milliard d'utilisateurs, Alibaba flirte avec la capitalisation boursière d'Amazon. Comment ça se fait que, au-delà de l'effet de taille, c'est toujours la taille qui compte, c'est la vraie question, comment la Chine... Je ne relève pas cette remarque. Non. Pourquoi la Chine, finalement, est le seul pays à avoir réussi à faire émerger les fameux BATX, qui sont aujourd'hui les seuls équivalents mondiaux des GAFA ? Bon, d'abord parce que y avait soit la Chine, soit les États-Unis, soit l'Europe, et que nous, on a été infoutus de le faire. Je rappelle quand même que l'Europe, c'est 27, qui ont 550 millions de personnes. Qui ont autant de gouvernance que d'États. Et donc, c'est pas possible de diriger l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui en étant aussi morcelée et en ayant des espèces de plaques tectoniques et des courants aussi contradictoires. Et donc, il est absolument évident que tant que l'Europe ne se dote pas d'une gouvernance unique, commune à défaut d'être unique, on ne pourra pas rivaliser. Et les innovations technologiques et les progrès en termes de technosciences qui sont faits en Europe et qui sont par ailleurs importants, ne pourront pas rivaliser avec des États qui sont en corrélation entre l'économie et le politique. Aux États-Unis, la Silicon Valley, elle n'est pas autonome, elle a été extrêmement soutenue par l'État fédéral, de la même manière. Par la DARPA, par le Pentagone. Et par la DARPA, par le Pentagone, la DARPA qui est un des principaux innovateurs et d'investisseurs en robotique et en intelligence artificielle. Et la Chine, pareil. Et donc, je pense que c'est très important la question de la gouvernance. Il doit y avoir, pour réussir, les conditions de l'émergence d'une économie numérique forte, une alliance entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. La Chine l'a, les États-Unis l'ont, l'Europe ne l'a pas. Il y a quelques semaines, on avait à votre place, il était de retour de Chine dans l'avion présidentiel, Éric Léandri, le boss de Quant.
Et lui, il y croyait à la place de l'Europe d'être justement vis-à-vis des données, vis-à-vis de la RGPD, du RGPD, pardon, entre l'open bar américain et l'approche chinoise sur les données, où voilà, on peut pas, la Chine peut se permettre d'interdire Google, d'interdire Facebook et d'interdire YouTube sur son territoire parce qu'ils ont développé les outils qui permettent d'avoir les mêmes fonctionnalités. Mais WeChat est même meilleur que les outils américains. On est clair. Ah bah c'est évident. Là-dessus. C'est l'app des apps, donc de toute façon il n'y a pas de débat. C'est la tête de pont de la poupée russe. Et à votre avis, ils vont déferler, ils vont arriver parce que eux, effectivement, avec WeChat, on fait tout. On paye, j'allais vous le dire. Les Chinois sont quasiment en train de dématérialiser, de tuer la monnaie. Tout le monde là-bas, moi j'étais à Pékin en octobre dernier, j'ai vu un SDF qui avait une pancarte devant lui avec un code barre et si on voulait lui donner quelque chose, on scannait avec son téléphone. C'est simple, si on veut faire un truc de science-fiction, on va en Chine et on a déjà tout ce qu'il faut. D'ores et déjà ? Bah ça, ce que vous racontez, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Ouais. Donc oui, alors pour en revenir à Quant, oui. Nous, on a déjà, moi je tiens à dire que on suit ça de très près et il faut être honnête, Quant est en train de s'imposer. D'abord, Quant n'est pas mort, ce qui est quand même la principale des bonnes nouvelles. Parce que tout le monde l'annonçait morné. C'est évident. Quand je les ai rencontrés, moi c'était il y a 5-6 ans. Ouais, mais ils se lançaient, personne n'y croyait. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont malins. Ils sont malins, ils jouent à la fois... D'abord, c'est un outil qui est quand même globalement assez ergonomique au regard de ce qu'on pouvait craindre. Pour la plupart des recherches. Pour la plupart des recherches. Il y a des domaines dans lesquels ils investissent qui sont plutôt inattendus. Et puis surtout, quand on est chez Quant, on dit quelque chose au monde. Et on réaffirme aussi un leadership, je dirais, moral et éthique, voire philosophique, de la France et de l'Europe. Bon, donc quand Léandri dit qu'il y croit, je pense que par ailleurs... il n'a pas trop le choix, il est financé par l'Europe. Excusez-moi, je vous laisse parler. Mais c'est déjà... c'est évident, je pense que, sincèrement, je pense que je dirais pareil à sa place. Je ne veux pas émettre des hypothèses, encore une fois, je ne suis pas Elisabeth Téchier, mais je pense que de son point de vue et en voyant le monde de son poste d'observation, je comprends qu'il puisse dire ça. Après ça, la réalité des chiffres, c'est pas encore là. On n'est pas encore là. Pour l'instant, on a encore une Europe prise entre le marteau et l'enclume, le marteau américain et l'enclume chinoise. D'accord. Mais les outils vont-ils déferler sur l'Europe ? Oui, il y a qu'à voir, par exemple, le jour où notre ami Antoine Griezmann a été le porte-étendard de Huawei. Avec son portrait de plusieurs centaines de mètres carrés sur la place de la Bastille. Donc là, tout à coup, il y a quelque chose qui s'instille dans l'esprit de nos jeunes générations et l'importation de la technologie et des outils chinois ne sont plus un problème. Après, la question, ça va être de savoir si sur l'ergonomie, sur la praticité et sur l'utilisation au jour le jour, les outils chinois seront user-friendly à la sauce européenne. Pourquoi pas ? C'est ça. Aujourd'hui, WeChat, ça n'est rien d'autre en Europe qu'un WhatsApp avec des fonctionnalités assez restreintes. Mais WeChat en Chine, ça c'est quelque chose. D'accord. Et vous pensez que ça peut prendre chez nous, puisque vous êtes un futurologue positif ? C'est pas tant parce que c'est chinois que c'est parce que c'est un outil totalement englobant. Et moi, évidemment, je crois au concept de plateforme. Ouais. Celui qui gagne les avantages comparatifs dans le futur, c'est celui qui aura réussi à créer un monde dans lequel chacun pourra se mouvoir à son aise. Mais le vainqueur sera celui qui aura trouvé l'interface commune et englobante et fédératrice. Donc c'est pas parce que c'est chinois, c'est parce que c'est WeChat. C'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose, effectivement. Vous avez dit à l'instant, si on veut tourner un scénario de science-fiction, on va en Chine et c'est fait, on laisse dérouler. Et dans votre magazine, dans ce dossier, par 2 fois, c'est une demoiselle qui s'appelle Gwenaine Graphic. Si on demande à n'importe quel Chinois s'il a déjà lu Jules Verne, il vous dira oui. Et la page suivante, 400, alors c'est les accroches que je cite, 400 millions de Chinois lisent de la cyberlittérature. Ils sont vraiment, il y a vraiment un appétit pour la science-fiction, pour le... Oui, il y a bon. Ça, je découvre, je ne savais pas. D'abord, il y a un auteur de science-fiction dont on a interviewé le traducteur et qui
qui a des imaginaires extrêmement vivaces et qui rencontre un très très grand succès. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est Liu Xixu. Liu Cixin. Cixin, pardon. Ouais, bon. Il y a Moi pas de aussi, malaise. c'est pareil. Nous sommes entre francophones, on peut se permettre. Voilà. Et qui, nous, on s'est intéressé à son œuvre parce qu'on s'est intéressé à la manière dont son œuvre est potentiellement instrumentalisée par le pouvoir. Et on a toujours, nous, envie en Occident de voir un auteur ou un artiste comme un dissident, mais lui, il est à la fois dissident, à la fois pas dissident. En fait, pour lui, c'est pas la question, mais il est heureux d'être aimé par le pouvoir tout en ne servant pas la soupe au pouvoir. Et donc là, on a une sorte de nuance qui nous échappe. Et évidemment aussi, il y a cette espèce de volonté un peu prométhéenne, donc à la Jules Verne, d'y aller quand bien même les opinions publiques seraient réticentes. Je rappelle qu'en Chine, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de zadistes. C'est vrai. Donc quand on veut valoriser le principe d'innovation et quand on veut se lancer dans des grands projets, là encore, l'absence de débat démocratique à la sauce occidentale permet d'y aller franco et de se libérer de réticences type principe de précaution et ainsi de suite. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, comme vous le disiez tout à l'heure, d'imaginaire écologiste ou de prise de conscience sur des questions environnementales. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a, du fait de cet amour, peut-être exagéré, mais en tout cas réel, pour Jules Verne, et tout ce que ça suppose, conquérir le sous-sol, l'espace... Revenir sur la Lune. Revenir sur la Lune... et ne pas s'embarrasser. C'est ça Jules Verne. En fait, Jules Verne, c'était un type qui ne s'embarrassait pas de questions éthiques et qui avait un amour immodéré pour la machine, pour l'innovation, pour la technique. On ne disait pas technologie à l'époque. Et donc, on a là effectivement en Chine les signaux faibles d'une science-fiction qui est en train de se réaliser. Alors après ça se manifeste par la manipulation de la data sur les questions de sécurité, ça se manifeste par la reconnaissance faciale, ça se manifeste par le système de notation des bons et des mauvais citoyens, comme dans un épisode de Black Mirror. Donc il y a ça aussi, et c'est aussi ça la Chine. Je crois personnellement, mais ça c'est ma vision personnelle des choses, qu'il y aura de toute façon l'émergence d'une opinion publique parce que quand on a accès aux outils de connaissances et de savoir, forcément, sa propre conscience se forge. Et donc, de fait, des contre-pouvoirs vont émerger. D'ailleurs, il y a déjà aujourd'hui des hackers, des cyber-citoyens qui essayent de se glisser dans les interstices du pouvoir central. Mais je pense qu'il va falloir que le gouvernement chinois prenne en considération l'émergence potentielle et inévitable, à mon sens, d'un contre-pouvoir démocratique qui va de toute façon, à sa manière, émerger pour réclamer des comptes à un gouvernement qui... C'est déjà le cas quand même. Sur la pollution, par exemple, c'est vraiment l'opinion qui a poussé le gouvernement à prendre à faire un plan, cette fois, mais avec le plan à long terme dont on parlait tout à l'heure, mais avec aussi des choses très, très concrètes pour le lendemain. Oui, mais là encore, ça concerne le bien-être. Ça concerne pas la liberté de conscience. D'accord, ok. Donc je suis d'accord avec vous. Oui, il y a une nuance. Mais c'est une nuance de taille quand même. Voilà. La conclusion, mon cher Christophe, désolé, ça passe vite. Bah oui, déjà presque la fin. Un petit scoop, de quoi il va parler le prochain numéro, qui je crois, si mes informations sont bonnes, est un peu sous presse. Alors, il est sous presse, j'ai écrit encore j'ai encore l'édito à écrire. Donc, alors, c'est très intéressant, c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Oh ben, c'est un plaisir, vous revenez quand vous voulez. Ça fait depuis le mois de juin 2010 qu'Uzbek Erika se propose d'explorer le futur, et donc on a interviewé des dizaines et des dizaines d'experts, on a fait des dizaines et des dizaines de prophéties plus ou moins foireuses. On va revenir sur 8 ans de prédictions faites dans Uzbek Erika, et donc thématique par thématique, on a choisi les bons et les mauvais points. Là, on avait tout faux. Y compris à nous-mêmes et à ceux qu'on a interviewés. Et donc, au mois de fin juin
de cette année va sortir le numéro qui va recenser les 130 prophéties les plus dingues ou les plus joyeuses ou les plus foireuses ou les plus justes Ou les plus justes. émises dans Ouzbek Erika depuis 2010. Avant Vous qu'on soit, reviendrez, avant qu'on soit champion du monde en Russie, donc. Avant qu'on soit champion du monde en Russie, comme le disent les algorithmes. Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir, c'était un plaisir d'être avec vous.